Shoah, je vous rappelle, c'est un jour de commémoration qui a été instauré par le gouvernement israélien en 1953 et l'intitulé c'est Yom HaShoah ve'Hagvura. Et donc la Knesset, lorsqu'elle a instauré ce jour commémoratif donc pour la destruction de toutes les communautés juives d'Europe, donc elle a insisté sur ces deux termes, Yom HaShoah, le jour de la catastrophe, et de la Gvura, c'est-à-dire le jour de la résistance. Donc pour bien insister sur quoi, sur ce terme que bien que la population juive pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une population civile, sans armée, et qu'elle a été prise par surprise, en quelque sorte, et par traîtrise, par un ennemi implacable, c'est-à-dire l'ennemi nazi qui cherchait à exterminer la totalité du peuple juif dans le monde entier. C'était un plan mondial, un complot mondial contre le peuple juif. Nos ennemis avaient donc planifié la destruction de toutes les communautés juives dans tous les pays du monde. Ces gens-là, les nazis, Hitler avait donc défini comme le peuple juif comme l'essence même du mal. Et donc pour lui, il fallait détruire tous les juifs du monde entier. Et l'extermination de tous les juifs dans le monde entier avait été planifiée. Et donc la Knesset, pour bien montrer que les juifs de l'époque, les juifs de cette époque, donc vous allez encore entendre des témoins qui ont vécu cette époque-là, ils sont pas allés là-bas à l'abattoir Katson, la Teva, comme on dit, l'expression qui dit comme ça, comme des agneaux à l'abattoir, mais aussi ils ont résisté. La résistance a été multiforme, elle va de la résistance armée, donc là on a commémoré il n'y a pas longtemps la résistance du ghetto, la soulèvement du ghetto de Varsovie, de résistance armée jusqu'au fait de, par exemple, sauver des enfants. Ça aussi, sauver des enfants, c'est une forme de résistance. Sauver des juifs, c'était une forme de résistance. Sauver sa vie, sauver des vies juives, c'était une forme de résistance contre le projet nazi qui était d'exterminer la totalité du peuple juif. Et aussi, bien sûr, résistance spirituelle. On a vu que dans les ghettos, jusque dans les Mahanot Hashmada, jusqu'au seuil dans les camps d'extermination, les Juifs sont restés fidèles à la Torah. Ils ont voulu, donc beaucoup de Juifs ont continué à étudier avec le matériel qu'ils avaient. On a de nombreux témoignages. L'année dernière, on avait donc organisé Yom HaShoah autour du livre du Rav Oshry, donc du Rav Oshry qui raconte cette résistance spirituelle, donc en Lituanie, en Pologne pendant ces années-là. Monsieur Rosenberg, donc l'année dernière, par son témoignage, de raconter cette histoire où il disait qu'à Pessah, en plein 1943, rue des Rosiers, il y avait donc une queue de 300 à 400 personnes devant la boulangerie Rosinski pour obtenir donc quelques matzot. Donc ça montre l'attachement du peuple juif aux mitzvot et à la Torah, même dans les moments les plus terribles. Alors donc on va commencer cette cérémonie donc par faire le Iskor. Donc le Iskor selon le rite Ashkenaz, on remercie le Rav Kahen du Igout Haredi, donc d'être venu pour célébrer pour commémorer donc ce Yom HaShoah. Puis ensuite selon le rite Sfarad, comme j'insiste tous les ans, la Shoah elle a touché et les Ashkenazim et les Sfaradim. Et comme je le rappelle chaque année, la plus grande ville sfarade du monde, avant la guerre, c'était Salonique. C'était une ville où il y avait une majorité de juifs. Et là-bas, c'était le deuxième port de Grèce. Et je le répète sans arrêt pour qu'on le sache. Deuxième port de Grèce. Et les bateaux, les bateaux le vendredi, ils s'arrêtaient en haute mer parce qu'ils savaient que comme les juifs, la majorité de la population juive avait comme métier, le métier de docker, ils savaient qu'il n'y avait aucun déchargement possible vendredi après-midi. Donc dans le port de Salonique, c'était la plus grande ville sfarade du monde, et pourtant les nazis ont réussi à détruire cette population en moins de 3 mois en 1943. Donc ça concerne les juifs ashkénazim et sfaradim. Mais en France aussi, il y avait des sfaradim, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient originaires de Turquie, de Grèce, d'Algérie, et qui vivaient donc à Paris, dans la rue des Rosiers, et dans le 11e arrondissement, qui ont été déportés. Donc ça concerne et Ashkenaz et Sfarad. Et donc pour marquer cela, on va faire donc le Iskor, selon le rite Ashkenaz, et l'Ashkava, donc selon le rite Sfarad. Donc on va demander au Rav Kahen.
אברחמים שייכן מרוימים ברחמיו עצומים הוא יפקוד ברחמים החסידים והישרים והתמימים קהילת הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם באושוויץ מיידנק טרמבלינקה הנאהבים והנעימים בחייהם ובמויסם לא נפרדו מנשרים קלו מהרויוס גוברו לעשויס רצון קיינם וחפץ צורם יזכרם אלוהינו לטובה עם שאור צדיקי עולם ויקוים נקמס דם עבדו ושפוך ככתוב בסורת משה איש אלוהים הרנינו גויים עמוי כי דם עבדיו יקוים ונקום ישיב לצריו וכיפר עד מוסו ימוי ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור וניכסי דמם לא ניכסי ואדוני שייכן בציון ובכסבי הקודש נאמר למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם יוודע בגויים לעינינו נקמס דם עבדיך השפוך ואומר כי דורש דומים אסם זכור לא ישכח צעקת הנביאים ויאמר יודין בגויים מלא גביוס מוחץ ראש על ארץ רבו מנחל בדרך ישתה על קיים ירים ראש. טוב שם משמן טוב ויום המוות ולדו סוף דבר כל שמע את אמרך ואת מזרות השמור כי זה כל האדם יעזו חסים בכבוד הגענו משאותיו המרחם על קורותיו הוא יחוס רחם על נפש החסידים הקדושים שנזכפו ונטבחו ונפלו בידי אויב כ6 מיליון יהודים אחינו ברוח אדוני תחנו מגן עדן תתפטרת מרמת עדן קראות אליה מגיש מלכה מלך מלכים ורחמיו ירחם עליהם ויחוס ויחמול עליהם מלך מלכי מלכים ברחמיו יסגרם בצד כנפיו ובצד עולו לחזות בנו אדוני ולבקר בהיכלו וכס הימין
יעמידם מנחלת דנה ושכם, לזכור חיים משפטם, וישים כבוד במחלתם, אדוני הוא נחלתם, וילווה אליהם השלום, ועל משכבם ישלום, כדכתיב, יבוא שלום, ינוחו על שבותם, הולך לנוחו הם, וכל בני ישראל, השואבים הם, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Donc nous allons entendre maintenant des témoignages des rescapés des persécutions nazies. Donc d'abord nous allons entendre donc Madame Hélène Ben Simon qui est une des fondatrices de nos communautés. Donc on insiste particulièrement pour prendre des témoins de notre communauté puisque notre souci c'est la transmission. Et donc pour qu'il y ait transmission, il faut quelque part qu'il y ait une identification. Donc quand il y a des gens qui sont proches de nous, qui font partie de notre communauté, alors effectivement on espère que le message va passer beaucoup plus efficacement donc dans les générations à venir. Voilà. Je peux commencer. Tout d'abord, je dois vous dire que je ne suis pas une fondatrice de la communauté. C'est mon mari qui a été un des fondateurs de cette communauté. Je ne suis pas intimidée, je suis émue, mais je me sens bien, parce que je me sens dans ma famille. Je suis née Hélène Zilberberg en décembre 1930 à Metz, une ville en Lorraine, à la frontière de l'Allemagne. Mon père, qui était né en 1900, avait quitté la Pologne après la Grande Guerre, après donc 1918. Et il avait rejoint à Metz une tante à lui qui avait fondé, qui était mariée aussi avec quelqu'un du même village et qui avait fondé une famille qui s'était intégrée et qui avait bien réussi. Et j'ai eu, disons, le privilège d'habiter la même maison que ce couple. Et à l'époque, donc, quand je vous parle maintenant, donc je suis née en 1930, et les souvenirs que j'ai, j'étais une petite fille, donc j'ai des souvenirs, disons, de ce couple qui me paraissait tellement âgé, mais qui était un couple pieux. L'oncle de mon père avait créé un Stiebel, comme on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait, pour les fêtes et pour Shabbat, on venait prier. Eux, ils habitaient au 2e étage, c'était un bel appartement, mais nous, on était disons, tout en haut, dans les mansardes, et c'était une famille de 4 enfants, et on était pauvres. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est que mon père était un homme qui avait beaucoup d'esprit, qui était drôle, qui racontait beaucoup d'histoires de Pologne. Donc j'ai entendu petite des histoires de Pologne, et j'ai assisté aussi à des événements religieux. Donc je nais en décembre 1930, je suis l'aîné d'une famille de 4. Donc après moi, j'avais une sœur en 1933, un frère en 1936 et une sœur en 1938. Écoutez, je voudrais être concentrée et vous dire l'essentiel, mais c'est pas évident. Alors, ce que je voulais dire d'emblée, c'est que la chance que j'ai eue, c'est de naître en France, parce que mes parents, qui étaient nés en Pologne et qui avaient laissé leur famille réciproque en Pologne, n'ont pratiquement retrouvé personne. Enfin, je vous raconterai au fur et à mesure. J'ai connu une tante que mon père a fait venir et un frère que ma mère a fait venir, et ça, ce sont des souvenirs dont je vous parlerai et je vous dirai ce qu'ils sont devenus pendant la guerre. C'est vrai que je voudrais vous dire l'essentiel et en même temps, je veux dire le tragique de ce qui est arrivé pendant ces événements. J'ai eu la chance et ma famille de ne pas être dans le tragique, puisqu'on est resté en vie et que les véritables témoins
vous savez, c'est ceux qui ne sont pas revenus. Certains sont revenus, ils ont parlé, on a écrit, beaucoup de choses sont parues, et maintenant, les choses sont connues. Donc, si vous voulez, en même temps, étant donné que je suis née en 1930, bon, l'âge que j'ai, je me dis, bon, je peux parler, mais je veux dire, mon témoignage, c'est un vécu, parmi les vécus. Et je dois dire que ce vécu, il a un certain poids, et je le sens très très fort en moi. Donc, la guerre éclate en 1939. Comme Metz est une ville frontière, on est évacué. Je dois vous dire que, pour essayer de situer mes parents, mon père n'avait pas de métier, il était colporteur, et ma mère n'a jamais bien parlé le français. C'est-à-dire que finalement, je sais ce que c'est que d'être un émigré, une émigrée. Et je veux dire que, enfin, dans le judaïsme, c'est quelque chose de très important d'avoir vécu des choses et de se souvenir de ce qu'on a vécu. Et je trouve que finalement, être juif, effectivement, c'est une expérience humaine. Donc, je veux dire que dans une famille où ma mère ne parlait pas très bien, bon, hein, j'étais un peu là, bon, j'étais un peu responsable, un peu vieille avant l'heure. Je me suis rattrapée par la suite. Donc, on est évacué dans une ville qui s'appelle Angoulême. Cette ville, elle est située pas loin de Bordeaux, pas loin de Poitiers. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Très rapidement, les Allemands rentrent dans la ville. Alors mon frère qui s'appelait Salomon, on savait qu'évidemment les Allemands n'aimaient pas les Juifs. Dans tous les détails qu'on a su par la suite, bien sûr, étaient loin de notre connaissance. N'empêche que, alors moi l'aîné, tout de suite, oh Salomon, ça c'est pas possible, on peut pas l'appeler Salomon, on va l'appeler Sami. Ce qui en réalité n'était guère mieux que Salomon. Donc les Allemands arrivent à Angoulême. Au fur et à mesure, les Juifs ne peuvent plus travailler. Et puis, en été 42, on doit porter l'étoile jaune. Donc, on s'est déclaré comme Juif, il fallait se déclarer. Et il faut dire qu'il y a des Juifs qui ne se sont pas déclarés. Et certains, mais finalement, ont pu échapper à ça parce qu'ils ne se sont pas déclarés. Donc, on porte l'étoile jaune, mes parents bien sûr, donc moi-même, ma sœur et mon frère aussi, et la plus petite sœur qui à l'époque avait, donc en 42, elle avait 4 ans, ne la portait pas. Alors je veux dire que, au fur et à mesure que les années passent, il y a des choses qu'on réalise. J'avais fait connaissance, alors que j'étais à l'école, d'une petite Allemande, une famille allemande, juive, qui avait réussi à échapper et avec qui je suis devenue très amie. Et je me suis rendu compte par la suite, quand je vous raconterai, que la mère de cette Traudi, parce qu'elle s'appelle Traudi, avait une expérience, elle avait réussi à fuir l'Allemagne, elle était en relation avec Losé, et je veux dire que finalement, d'avoir connu cette Traudi et ses sœurs, c'est quelque part on a été sauvés par ça. Bon. À Angoulême, il s'est passé un certain nombre de choses, et chaque fois qu'il y avait un événement, on arrêtait les Juifs. Par exemple, avant un 1er mai, on prenait des otages, et donc on prenait des Juifs, et après on les relâchait. Mais à l'époque, on pensait qu'il n'y avait que les hommes qui risquaient d'être arrêtés. Donc le premier, mon père, décide de rejoindre la zone libre, puisque vous savez que à un certain moment, la France a été coupée en deux, la France occupée et la zone libre. Donc,
par un passeur, il a réussi à rejoindre la zone libre. Il a été arrêté puisqu'il était polonais. Et il a rejoint la zone libre, bien sûr, par un passeur. Il ne pouvait pas, en tant que juif, prendre le train, parce qu'à l'époque, je veux dire, les non-juifs, ils avaient un laissez-passer, et ils pouvaient donc passer de l'autre côté. Donc, lui, par un passeur, il arrive en zone libre, il est arrêté en tant qu'étranger, et mis en résidence surveillée dans un camp. Mais, je veux dire, les camps, à ce moment-là, en France, n'avait rien à voir avec les camps en Pologne ou en Allemagne. Bon, de toute façon, on se sentait en insécurité. Et je dois revenir en arrière, là, parce que je dois revenir en arrière pour vous dire que ma famille de Pologne, donc évidemment, je ne l'ai pas connue, mais j'entendais des histoires, et il était question d'aller les voir. Évidemment, si la guerre n'avait pas eu lieu, on aurait été les voir, mais là, donc, évidemment, ça a été impossible. Mais ma mère, donc je reviens un petit peu en arrière, parce que ma mère a fait venir un frère à elle, qui était tailleur, et il est venu habiter donc dans la mansarde là, je m'en souviens très bien. Et donc il a été tailleur dans une petite pièce. Dans la pièce, il était tailleur et en même temps il y avait un lit. Et je me souviens quand j'allais pas à l'école, j'étais sur le lit et j'entendais la machine. Enfin, donc cet oncle-là, je l'ai connu. Et je sais ce que c'est que de connaître quelqu'un et de ne pas connaître. Une autre personne qui a été très importante pour moi, c'est ma tante. C'est mon père qui a fait venir sa sœur. Et je me souviens du jour où elle est arrivée de Pologne. On l'a tellement entendue. Et ça a été quelqu'un de très important pour moi. Elle était couturière. À l'époque, quand elle est venue, elle était célibataire. Ensuite, elle s'est mariée. Donc, elle était couturière et elle allait dans le public et elle m'emmenait. Et là aussi, c'est pour moi un souvenir tellement important d'avoir connu une tante. Excusez-moi, peut-être que finalement j'ai des choses qui ne sont pas importantes, mais c'est mon vécu et je ne peux pas parler autrement que de ce que j'ai vécu. Donc je reviens à Angoulême et ma mère décide que les enfants doivent également quitter cette zone occupée, c'est trop important. Et alors là, une histoire absolument extraordinaire. Par la mère de cette Traoudi, elle avait fait la connaissance d'une sage-femme, une vieille dame, qui était bien sûr qui était chrétienne, et qui avait de la famille en zone libre. Je veux dire que le nom de sage-femme, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Pour la bonne raison que ma mère s'appelait Yochevet. Et que moi, par la suite, écoutez, j'ai fait des études de sage-femme, mais fait ça. Donc, cette Madame Chaban nous inscrit sur ses papiers et par le train, nous allons pouvoir rejoindre la zone libre. Et en relation, je ne sais pas comment ça s'est fait, quelqu'un nous attendait à Montpellier, c'était quelqu'un de Lausée. Je n'oublierai jamais que quand on est parti d'Angoulême, on était seul avec cette sage-femme, donc il y avait moi, il y avait ma sœur, il y avait mon frère, qu'on était trois. Or, on habitait, si vous voulez, un quartier qui n'était pas des plus huppés. Et il y avait des petits voyous. Et un de ces petits voyous nous a vus et il a dit « Ah ah, vous allez à Lyon ». Il savait que Lyon était en zone libre. Je vais aller vous dénoncer. Bon, finalement, il l'a pas fait, mais imaginez un peu, hein, je nous vois marchant là vers la gare avec cette sage-femme et cet enfant disant ça. Enfin bon, finalement, on est arrivé de l'autre côté, on est arrivé
à Montpellier, et c'est Madame Zlatin, une femme dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est la dame d'Isieux, qui nous a accueillis, et on a été accueillis à Palavas-les-Flots dans une très grande maison où il y avait des enfants venant de partout. Et dans cette maison, on n'est pas resté très longtemps, j'avoue que du point de vue historique, je ne comprends pas. La nuit, quelquefois, il y a des gendarmes qui arrivaient, parce que c'était la zone libre, mais elle n'est pas restée libre longtemps. On amenait des enfants dont les parents avaient été arrêtés. Alors, est-ce que c'était des parents qui venaient d'être arrêtés en zone... en essayant de passer de la zone occupée à la zone libre, je ne sais pas, ou bien finalement, très rapidement, la zone elle-même libre est devenue occupée. Bon, historiquement, je ne suis pas une référence. Donc, dans cette maison, je m'en souviendrai toujours, il y a des souvenirs qui sont comme ça, fort marqués. Je me souviens en particulier de 2 petits-enfants, Émile et Coco, qui par la suite sont devenus les enfants de la maison d'Isieux, dont je vous reparlerai. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est gravé. Alors cette maison de Palavas, finalement, n'est pas restée très longtemps. Les enfants ont été placés par l'OSE, soit dans des familles, soit dans des maisons d'enfants. Et moi, et Traudi, et d'autres filles de Metz, enfin qui étaient à Angoulême, et qui ont aussi, au fond, cette sage-femme, elle a fait passer les enfants de 3 familles. Donc, finalement, on a été sauvé par cette sage-femme. Alors, il paraît qu'elle s'est fait payer, mais vous savez, étant donné l'argent qu'on avait, ça ne devait pas être grand-chose. Donc, moi et d'autres, on est placés à Lodève, dans un couvent. Mon frère et ma sœur sont placés dans une maison d'enfants, pas loin de Lodève, ça s'appelle Campestre, avec une partie des enfants de Palavas-les-Flots, et en particulier avec Émile et Coco. Alors moi j'allais au collège, et le dimanche, on montait à Campestre. Et c'est-à-dire que c'est difficile chronologiquement de raconter les événements au fur et à mesure. Un beau jour, j'apprends que ma mère a également rejoint mon père, toujours en passant par un passeur. D'ailleurs, si vous voulez, aujourd'hui, une amie justement de Metz, d'Angoulême, et qui a aussi eu affaire à cette sage-femme, je lui dis, tu sais, aujourd'hui, je témoigne. Et je dis, je pense, tu te rends compte ce que nos parents ont vécu? Nous, on était enfants, donc bon. Et comment ils ont fait pour passer la frontière? Et elle me dit, mais écoute, mes parents, et elle m'a dit ça aujourd'hui, mes parents ont passé la frontière dans un camion, dans un coffre, et ma mère tenait le marzor de Rosh Hashanah dans les mains. Vous vous rendez compte? Elle me raconte ça aujourd'hui. Bon, je reviens donc à Lodève. Le dimanche, on monte voir les enfants à Campestre. Et un jour, mon père vient avec ma petite sœur, parce que ma mère l'avait rejoint, et ils étaient en résidence surveillée dans un camp près de Limoges qui s'appelle La Mèze. Et il décide de ramener mon frère et ma sœur à La Mèze. Je dois vous dire que c'est les enfants qui ont été à Campestre, je
je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis. Ensuite, ont changé d'endroit. Ils sont partis à Isieux. Et vous savez ce qui s'est passé avec les enfants d'Isieux. Donc, quelque part là, ils ont échappé aussi, je veux dire, à la mort. Parce que mes parents, après, sont venus les chercher. Et à cette occasion, j'entends ce qui s'est passé à Angoulême. À Angoulême, d'ailleurs un livre a été écrit là-dessus. À Angoulême, en octobre 42, donc nous on a dû partir en été 42, peut-être au mois de juillet. Au mois d'octobre, il y a eu à Angoulême une grande rafle, dans toute la Charente et en particulier à Angoulême. Là, ça va être un peu plus difficile parce que c'est une histoire absolument incroyable. Je veux dire que quand on entend une histoire incroyable, c'est vrai, on a du mal à se dire c'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez, je peux vous dire que l'incroyable vraiment existe. Il se trouve qu'à Angoulême, on habitait dans la même maison que ma tante, cette chère tante couturière dont je vous ai parlé. Elle avait rejoint, elle s'était mariée entre-temps, elle avait eu un petit garçon qui avait exactement l'âge de ma petite sœur Tony. Et donc, elle habitait Nancy et elle avait donc rejoint Angoulême et on habitait la même maison. Nous, on habitait au 4e, elle habitait au 1er. Il se trouve qu'en début 42, elle a perdu son mari qui est mort d'un cancer. Donc elle était seule dans cet appartement avec son fils Jojo. Et ma mère, elle était en haut avec Tony. Il faut dire que ma mère, donc Yochevet, c'est une femme assez particulière, une femme très énergique, pleine de vitalité, très généreuse. Elle avait toujours dit, oh, bon, si on vient me chercher, moi je m'échapperai en fait, quelque chose comme ça. Et alors, elle avait décidé la nuit de dormir avec ma tante et son fils. Bon, donc un soir d'octobre, on frappe. Et donc c'était la police française qui venait les arrêter. Et ma mère dit, écoutez, moi j'habite au 4e, si vous voulez, vous permettez que j'aille chercher des affaires. Elle va donc chercher des affaires, elle descend, et au moment où elle descend, la police était en train de parler. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sauve. Alors vous vous rendez compte, en pleine nuit, elle se sauve, et elle va rejoindre disons, cette sage-femme. Le lendemain matin, elle court dans la ville et elle apprend qu'il n'y a que les juifs étrangers qui ont été arrêtés. Par contre, il y a des gens qu'on connaissait bien, qui étaient français, qui n'avaient pas été arrêtés. Et ma mère va justement chez M. Melamed, d'ailleurs, qui est le père de la personne qui m'a téléphoné aujourd'hui pour me dire comment il s'était échappé. Ma mère lui dit, écoutez, sortez-moi ma fille. Je veux dire, ça paraît du domaine du fantasme. Parce que si vous voulez, tous les gens qui ont été arrêtés ont été mis dans une salle du conservatoire. Et ma mère lui dit, écoutez, je vous en prie, sortez-moi Tony, parce que Tony le connaissait, bien sûr. Sinon, j'irai me présenter. Et ça, je peux vous garantir que ma mère, qui n'a jamais rien fait qui puisse l'intéresser, elle, personnellement, qui était d'une générosité, c'est quelque chose qu'elle aurait fait. Donc, monsieur Melamed, avec un autre qui n'avait pas été arrêté, donc, le lendemain de cette grande rafle, rentre dans cette salle où il y avait tant de monde. Il va vers Tony et il lui dit « Viens chez maman ».
Et il a dit à Jojo, viens. Et ma tante n'a pas voulu. Et en sortant, il portait Tony dans ses bras. Et le gendarme me dit, mais... Et alors il dit, mais écoutez, en rentrant, je l'avais. Alors écoutez, je vous dis, c'est incroyable. Parce que est-ce qu'il l'a cru? Est-ce qu'il ne l'a pas cru? Alors, toujours est-il que il a ramené Tony. Ma mère est passée de l'autre côté de la frontière, a rejoint mon père. Et Tony est resté chez cette sage-femme qui l'a mise à la campagne, chez de la famille. Et ensuite, elle l'a fait aussi rejoindre ses parents. Et, non mais imaginez cette petite de 4 ans se retrouvant dans cette situation-là. Bien des années après, ma sœur est morte d'ailleurs assez jeune. Elle a souffert pendant 10 ans d'un cancer. Et un jour, j'ai dit, mais Tony, comment... Enfin, j'ai osé lui dire, mais comment c'était? Elle dit, elle a cru bien sûr que ma mère l'avait abandonnée. Elle a dit, j'ai cru que j'allais mourir. Là, je suis obligée de m'arrêter parce que c'est tellement incroyable de savoir qu'une famille a pu comme ça se retrouver. Après, bon, je reviens dans ce couvent, l'année se termine, je rejoins ma famille dans ce camp de la Mèze, mais qui était finalement un camp bien gentil. Mes parents étaient en résidence surveillée dans un appartement, dans une petite, ça s'appelle la Mèze, un petit village, parce que mon père était souffrant. Mais au fur et à mesure, malgré tout, on apprenait des... Parce que la zone était devenue occupée. Des arrestations, des camps comme ceux de mon père, les gens ont été déportés. Mes parents, courageusement, ont dit... Merci. Il faut essayer de trouver une protection pour les enfants. Et dans ce camp, il y avait une assistante sociale qui était protestante. Et c'est un organisme protestant qui est très connu, mais là, je n'ai pas retrouvé les termes de cet organisme. Nous a emmenés, alors tous les 4, dans un petit village près de Castres, qui s'appelle Vabre. Et c'était un village où pratiquement tout le monde était au courant, en tout cas le maire était au courant. On avait une fausse identité. Et imaginez ma petite sœur de 4 ans, à qui on dit tu t'appelles, bon, j'ai su pendant un certain temps comment on s'appelait, puis donc moi j'ai pas été en classe, eux ils ont été, en tout cas on a été très bien, et si vous voulez, on était dans un groupe où il y avait à la fois des juifs et aussi des protestants qui venaient de villes bombardées ou de villes où on mangeait mal, etc. Et je dois dire aussi qu'on allait au temple tous les dimanches. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'avoir été dans un couvent, d'avoir écouté des protestants, tout ça, ça laisse quand même, bon, ça laisse des traces. Enfin, je veux dire, bon, l'histoire, elle continue après, mais ça, c'est pas important pour le jour d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, là, on a attendu tranquillement que la guerre se termine, et heureusement que la guerre s'est terminée. Parce que je crois que si la guerre avait dû continuer, je ne sais pas s'il y aurait encore
quelques survivants en France. Donc, si vous voulez, on a passé quelques mois là, parce que là, c'était déjà, au niveau des dates, ça devait être 44, début 44. Et donc, au bout d'un certain nombre de mois, bon, la guerre s'est terminée, et on a rejoint donc nos parents. Et alors là, j'ai appris que ma tante, bien sûr, est morte, et Jojo aussi. Mon oncle. Je n'ai pas raconté que cet oncle que j'ai connu, une fois que, bon, quand il était ailleurs, il a quitté cette petite la mansarde, là où il est. Bon, il s'est installé, et très souvent le jeudi, parce que le jeudi c'était le jour de congé. Régine et moi, donc ma sœur, qui vient après moi, qui venait après moi, on traversait toute la ville pour aller le voir. Et lui aussi, il a été déporté de Toulouse. Alors, après la guerre, les nouvelles de Pologne, bien sûr, c'était catastrophique. Mais il y a une sœur de ma mère qui a survécu. Elle a fait partie de la liste de Schindler. Elle a travaillé en usine. Et elle a essayé de rejoindre la petite ville où elle venait, Fielov. Et quand elle est arrivée là-bas, les gens se sont mis à lui jeter des pierres en lui disant quoi? Vous n'êtes pas tous morts? Et elle s'est enfuie. Et après, bon, elle avait perdu son mari, elle s'est remariée, elle a vécu en Israël. C'est une autre histoire. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez, c'est pas du tragique, c'est par rapport à ce que d'autres ont vécu. Mais je peux vous dire que, encore aujourd'hui, je me souviens de mes camarades de classe, puisque, disons, dans cette nuit d'Angoulême, tellement de gens se sont fait arrêter. Alors, je veux dire que, entre parenthèses, bon, je vis en ce moment des choses importante, parce que mon oncle, qui a été déporté en mai 1944 dans un convoi d'hommes, mais qui a été extrêmement cruel, c'est un convoi qui est arrivé dans les pays baltes. Hélas, il est mort. Mais il y a une association, le convoi 73, extrêmement actif, d'ailleurs dont la responsable est une certaine Madame Cohen, qui vit avenue Gambetta, et on a un monument au Père Lachaise, et tous les ans, avant Kippour, on y va, parce que si vous voulez, comme c'était un convoi d'hommes, d'ailleurs dans ce convoi il y avait le frère et le père de Madame Simone Weil. Il y a eu des survivants, puisque il y a des femmes qui sont restées. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui a pu continuer. Parce que quand les familles sont déportées, père, mère, fils, en fait, tout le monde. Et donc, si vous voulez, là, il se trouve que c'est en mai. Là, en mai, ça fera donc 70 ans que le convoi est parti. Et il y aura une lecture des noms le 15 mai au mémorial de la Shoah. D'autre part, je dois signaler, parce que bon, écoutez, maintenant je suis tellement proche et ça me fait tellement plaisir d'être dans une famille unie. Ashkénaze, Séfarade, c'est très important pour moi. Dans la ville d'Angoulême, il y a une petite association juive qui s'est créée, dont le responsable est un certain docteur Ben Guigui, et il a écrit un livre avec un philosophe sur la grande rafle d'Angoulême, donc des choses dont je vous ai parlé, il figure dans ce livre. Et cette association est grâce à M. Ben Guigui. Il y a un cimetière qui est à l'abandon.
où il y avait des tombes juives. Et si vous voulez, ces tombes, c'est des juifs qui sont morts avant 42, enfin entre 39 et 42. Et parmi ces tombes, il y a la tombe du mari de ma tante. Et donc, si vous voulez, cette association juive s'est occupée de retrouver des gens qui, s'il y avait des survivants de familles de ces morts. Et donc, c'est comme ça que mon frère et moi, on a été contactés. Et ce cimetière, il a été rénové. On a participé à renouveler la tombe de mon oncle. Et mon frère et moi, on a décidé de faire une stèle avec le nom de Mireille Spritzers, la femme, et Jojo, leur fils de 4 ans, qui ont été déportés en octobre 42. Au moins, parce que vous savez très bien que ceux qui sont morts n'ont pas de sépulture, au moins, ils seront ensemble. Et il se trouve que, donc, grâce à ce monsieur Benguigui et à cette communauté, le 22 mai, mon frère et moi, on va aller à Angoulême pour cette cérémonie. Comment? Petite question, ça vous importune? Oui, oui. Mais alors parlez fort parce que je n'entends pas très bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez vécu dans un couvent, je crois. Oui. Comment se comportaient les bonnes sœurs à l'intérieur? Parce qu'on sait très bien tous que pas mal de bonnes sœurs, pour ne pas dire 100%, on va dire 90% pour être gentil, ont tout fait pour enlever le judaïsme aux enfants juifs qui cachaient dans les couvents. Oui, alors non, alors écoutez, là si vous voulez, je ne sais pas si c'est parce qu'on était ensemble, c'était comique. Elles n'ont pas essayé. Elles ont pas vraiment essayé. Bon, quand on faisait une bêtise, il fallait rejoindre la salle où on priait sur les genoux, etc. Non, là, on n'a pas été du tout, pas du tout. Par contre, du côté des protestants, sans le vouloir, ça n'a pas été facile. Donc on remercie Madame Ben-Simon de son témoignage émouvant. On va demander à Madame Toubert. Bien, alors je ne suis pas aussi... Je ne suis pas aussi émue que la personne qui a parlé avant moi. Je ne participe beaucoup moins à la communauté. Je suis venue parce qu'il faut qu'il y ait une mémoire, mais je n'aime pas beaucoup, je l'avoue, et c'est bien la première fois que je raconte quelque chose sur cette période, et pour cause, puisque je suis née en 1939, et donc pratiquement pour moi c'est plutôt fugace, puisque je suis allée uniquement à l'école, et je n'ai que quelques passages de mémoire qui sont plutôt comme des flashs que réellement une participation à la vie. Néanmoins, ma maman était d'origine alsacienne, donc elle venait de Colmar. Mon papa, lui, par contre, connaissait sans doute beaucoup mieux ce qui se passait à ce moment-là, puisqu'il venait de Hongrie. Il est venu en France en 1924 et comme disait Madame Ben-Simon, il a fait venir ses sœurs en France puisqu'on pensait que c'était le pays de la liberté, je suppose. C'était des personnes, mes parents, des gens extrêmement républicains, totalement intégrés à la société française et évidemment, ils ne se doutaient pas de ce qui pouvait arriver. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, étant donné mon âge, j'ai passé quasiment de 1 à 6 ans à l'école et je ne peux que dire ce que je me rappelle
Alors, je me rappelle particulièrement cette année, je pense, ce qui correspond à la rafle du Veldiv, parce que ce jour-là, il n'y a pas que des Français qui étaient déplaisants, il y avait quand même des résistants. Et je me souviens, on a déménagé, j'ai perdu le document, mais un petit mot avait été glissé sous la porte de ma mère. Alors, je dois dire, parce que évidemment la mémoire fait qu'on retourne aussi en arrière, on avait un appartement normal et on vivait dans un autre appartement, pas loin d'ici d'ailleurs, au 54 rue Pelleport. Et donc on avait l'appartement du 4e qui était le nôtre et l'autre qui était au rez-de-chaussée, qui était sous un faux nom. Je me souviens que c'était Desgroppes, on s'appelait Desgroppes. Et là on avait quasiment une pièce, une cuisine, une salle d'eau et il n'y avait pas d'eau chaude. Ça je me souviens très bien qu'il n'y avait pas d'eau chaude pour se laver la tête, il fallait faire chauffer une bassine. Et toujours est-il qu'en 1900, donc quand il y a eu cette rafle, je me souviens qu'il y avait ce mot qui avait été glissé, 16 juillet je crois, c'était marqué 16 juillet, et il avait dit on va prendre tous les juifs de nationalité étrangère. Or il n'y en avait qu'un, si j'ose dire, c'était mon père, et mon père ne vivait pratiquement pas à la maison. Mais je me souviens que ce jour-là, toute la famille, c'est-à-dire qu'il y avait ma mère, ma tante, puisque pratiquement on habitait tous dans la rue Pelleport, la sœur de ma mère et le frère de ma mère, il y en avait deux, on était au 54 et un au 44 rue Pelleport. Tout le monde est venu dans cet appartement, enfin, on peut dire un appartement, un studio, du rez-de-chaussée au 54 rue Pelleport, près des boîtes à ordures, parce que je me souviens que toute la journée, quand on entendait le boum-boum des ordures qui tombaient, et on avait installé dans cette pièce, une grande pièce unique, une espèce de licage, je crois que c'était la mode à l'époque. Alors il y avait à un bout de ce licage, il y avait mon cousin, à l'autre bout, il y avait moi. Dans un fauteuil, je me souviens qu'il y avait un oncle. Dans l'autre fauteuil, un autre oncle. Et les deux femmes, je les vois pas très bien. Et on a passé cette nuit dans cette pièce. Et je me souviens que ma mère avait dit, si jamais on frappe à la porte, comme on était au rez-de-chaussée, vous ouvrez la fenêtre et vous partez de l'autre côté dans la villa des Falaises. Alors, toujours ça m'est resté. La preuve, c'est que je le raconte aujourd'hui. Et cette fameuse villa des Falaises, eh bien, je l'ai regardée, ça fait pas si longtemps, et je me demande où on serait allé, parce que la villa des Falaises, il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas d'issue. Alors, il aurait déjà fallu que quelqu'un nous ouvre la porte, et je ne sais pas qui, à ce moment-là, aurait ouvert la porte à des jeunes enfants comme nous. Enfin, Dieu soit loué, si j'ose dire, en cet endroit, eh bien, rien ne s'est passé, et donc, nous n'avons pas eu de problème cette fois-là. Alors, je ne peux vous raconter que comment dirais-je, des événements, des épisodes, puisque ce sont ceux-là que j'ai vécus. Je me souviens aussi que mes parents adoraient jouer aux cartes. Et tous les dimanches, comme ils étaient tous, ils habitaient les uns donc à côté des autres, ma tante et mon oncle, chacun à tour de rôle passait l'après-midi à jouer aux cartes. Ils jouaient à l'argent d'ailleurs. Et je me souviens, alors est-ce l'imagination? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est la vérité? Mais il me semble bien que, et je ne replace pas les années, mais c'est en tous les cas au moment où je suis assez grande pour comprendre, que lorsque nous sommes rentrés, donc on jouait cette fois-là au 44 rue Pelleport et on rentrait dans l'après-midi au 54. Et quand nous sommes allés dans la rue, il y avait un énorme camion. Et dans ce camion, on était en train de mettre nos meubles. Puisque ma mère a dit, ce sont nos meubles qui rentraient dans ce camion. Alors évidemment, on n'est pas allé cette fois-là dans notre habitation.
des périodes aussi, je vous dis tout ce dont je me souviens, j'ai rien préparé, je me souviens aussi d'autres choses, par exemple, toujours pour jouer aux cartes, alors c'était le seul moment apparemment où il sortait, on était à la station Anvers, et mon père qui était d'origine hongroise, toute sa vie a très mal parlé le français, et dans cette station Anvers, il y a comme ça, c'est une station où l'escalier descend. Et je suis assez typée, mon père était très typé aussi, et ma mère cachait son étoile, parce que lui, mon père, comme disait Madame Ben-Simon, n'était pas allé déclarer qu'il était juif, ça se voyait, il n'avait pas besoin de le déclarer, mais lui n'avait pas d'étoile. Mais en tous les cas, alors on descendait l'escalier à la station Anvers, mon père, ma mère et moi, donc ils traînaient là, et de l'autre côté, il n'y avait pratiquement pas de monde comme maintenant dans le métro, et de l'autre côté, il y a deux charmants messieurs avec ces beaux imperméables comme on les représente dans les films, les imperméables en cuir qui remontaient, et ils ont vu ce couple, donc mon père et ma mère, et franchement, on n'a pas été interpellés parce qu'il y avait une barre comme ça entre les deux, et il aurait fallu qu'ils sautent pour nous attraper. On est descendus et ils ne nous ont pas rattrapés, mais sincèrement, ils auraient interpellé mon père, ça c'était évident. Alors, des choses comme ça encore que je peux raconter sont un peu des anecdotes plutôt qu'un suivi. Je me souviens également, je parle que de moi puisque je ne me rappelle que de ça. On était avec ma mère, donc comme ma mère était avait tout à fait un type français, elle était grande, elle était un peu acajou, et on ne pensait pas qu'elle était juive, puisque à part cette fameuse étoile, ça ne se voyait pas spécialement, et donc on était bien avec la gardienne ou autre, et je me souviens puisqu'on habitait au rez-de-chaussée dans notre studio là, donc de temps en temps ma mère elle allait dans l'appartement du 4e pour chercher des objets, et donc je me souviens parfaitement de ça. On est allé au 4e et c'était scellé, il y avait des scellés sur la porte était fermée, on ne pouvait pas rentrer, et tout le temps ma mère elle décollait les scellés pour aller chercher des objets, et cette fois-là la porte était décellée, et qu'est-ce qu'il y avait dans notre appartement? La concierge qui était en train de ramasser, elle tirait cette fois-là il y avait des machines à coudre dans les maisons, et je me souviens on n'a jamais eu il nous restait toujours le pied parce qu'elle avait embarqué la tête, et on s'est trouvé nez à nez avec cette gardienne. On pouvait rien dire, qu'est-ce qu'on pouvait dire de quelqu'un qui débarrassait gentiment l'appartement? Elle nous aurait dénoncé immédiatement, donc elle n'a rien dit. Et on a continué comme ça, mais on savait qu'on était visité. Et puis j'ai apporté là, parce que j'avais demandé à mon fils qu'il apporte il l'a perdu, mais c'est pas grave. Il a. Et toujours, si vous voulez, ma mère disait on n'était pas riche, donc on n'était pas dénoncé, on n'avait pas d'argent. Mon père était un ouvrier fourreur à domicile, mais pas dans ce domicile-là. Il vivait tout à fait, je me souviens, à Nogent-sur-Marne. Il avait loué avec un autre juif hongrois. Il vivait à Nogent-sur-Marne, il vivait pas avec nous. Et ma mère donc me racontait, alors ça par contre je ne m'en souviens que parce que me disait ma mère, que donc dans la mesure où on n'avait pas d'argent, personne ne nous dénonçait, mais dans la maison, toujours au 54, j'ai pas bougé beaucoup, au 54 rue Pelleport, il y avait des bijoux, ils venaient de Turquie, des juifs turcs. Et il y avait une petite fille, d'ailleurs après ils se sont appelés Wienerbeck
connaissais les autres. Je connaissais la sœur de cette dame qui avait cette petite fille qui s'appelait Cario. Et cette petite fille Cario, ma mère racontait toujours que la police donc française est venue les interpeller, puisque c'était des bijoutiers, des joailliers. Ils habitaient là parce qu'ils étaient venus déjà pour se sauver, je suppose. Et la police est venue, elle a vu cet enfant, enfin le policier a vu l'enfant, où il a été touché par la famille. Il a dit « Je reviens dans 1 heure ». Et faites vos valises, je reviens dans 1 heure. Et ma mère a dit, s'ils nous avaient demandé, on leur aurait dit de foutre le camp, hein, en termes polis. Et là, ils n'ont rien demandé du tout. Ils ont fait leurs valises. Et j'ai apporté le livre de Klarsfeld, parce que ma mère m'avait donné le cerceau de cette petite fille que j'ai gardée toute ma vie. Je suis pas aussi émotive que Madame Ben Simon, mais ce cerceau, je n'ai jamais voulu m'en séparer. On ne joue plus au cerceau, mais je l'ai gardé et vraiment, je me suis toujours demandé, est-ce que vraiment cette petite fille, il lui était arrivé quelque chose? Et quand mon mari a acheté le livre de Klarsfeld, j'ai retrouvé la fameuse petite fille. Elle est là. C'était bien elle qui habitait rue Pelleport et qui a été déportée. Et c'est bien son cerceau qui est là aujourd'hui. Et ça là j'avoue que j'ai gardé cette histoire parce que c'est la vérité. Et on la voit, elle est au square Tenon. Voilà. Donc la petite fille, elle n'est pas revenue, hein. Elle est partie, elle n'est pas revenue. Alors ce sont des choses comme ça dont je me souviens. J'avais encore noté quelques... qu'est-ce qu'on peut dire, mon père avait un atelier de fourrure et à ce moment, comme maintenant il y a eu les Yougoslaves, ils étaient ailleurs ou je ne sais plus, là les Juifs ils étaient souvent fourreurs. Et dans cet atelier, il y avait une petite Léa qui a aussi été, elle par contre, on l'a prise, on l'a pas revue comme beaucoup de choses. Et pourquoi je parle de l'atelier de mon père? J'avais pas du tout l'intention, mais donc mon père il faisait des manteaux ou des vestes, et une fois il a fait un habit et la personne, je ne l'ai pas apporté, mais la personne lui devait encore de l'argent et elle lui a écrit une lettre que je connais bien et je voulais l'apporter, je ne l'ai pas trouvée. Et dans cette lettre, elle lui mettait qu'il était évident qu'elle ne lui réglerait pas parce que c'était un juif et qu'il s'estime encore content qu'elle n'aille pas dénoncer et porter plainte contre lui. C'est pour dire comment ça se passait à ce moment-là. Et puis alors j'ai apporté aussi, alors ça c'est mon album à moi, que j'ai récupéré in extremis, si j'ose dire. Il est dans un très mauvais état. C'est l'âge et sans doute la mauvaise qualité du papier. Mais ma maman, qui elle, était optimiste, si j'ose dire, elle avait écrit quelques lignes là. Alors, comme je suis myope, je vois pas très bien. Mais il y a marqué juillet 43. Année terrible que celle que nous vivons. Et ensuite, il y a c'est la vérité, c'est moi, si j'ose dire, ma cousine et mon cousin. Terrible que celle que nous vivons, marquée par l'étoile jaune. Ouais. Et je dirais pas fait. Ouais. Marianne 5 ans et demi et Pascal 4 ans. Voilà. Et comme je sais que comme ça on concrétise, je vous ai apporté ces joyaux que tout le monde connaît, qui constituaient donc les trois, un pour le père, un pour la mère, et celle qui est la plus propre, si j'ose dire, ça doit être la mienne. Hein. Alors, oui, ce sont des souvenirs sympathiques. Et cette fameuse étoile, je me souviens uniquement l'avoir... ma mère l'avait cousue sur un
petit gilet, mais je ne l'ai porté qu'à 6 ans, c'est-à-dire pratiquement à la fin de la guerre, puisque les enfants ne la portaient qu'à partir de l'âge de 6 ans. Mais je me souviens qu'elle l'avait cousue, on ne tenait pas tellement à ce qu'on la voit, elle était sous mon tablier. Et pour parfaire ces quelques épisodes, je dirais que j'étais très bavarde et que à cette fois-là, les instituteurs étaient plutôt à gauche, résistants souvent, et je me souviens, je l'ai entendu, l'institutrice était venue voir ma mère et elle lui avait dit, surtout, ne parlez pas devant l'enfant parce qu'elle raconte tout. Et ça devait être vrai. Et lorsque je rentrais, ça j'ai raconté à mes enfants, quand je rentrais dans ce petit rez-de-chaussée, je ne sonnais pas, je ne frappais pas, mais je chantais chapeau pointu, turlututu, parce que comme ça, si il n'y avait pas de problème, on m'ouvrait, et sinon je savais qu'il y avait un problème et je ne devais pas rester à attendre qu'on vienne me prendre. Sinon, je dois avouer que j'ai traversé cette période comme un film, parce que j'étais trop petite. Mais par contre, je me souviens parfaitement, alors, un épisode heureux quand même, c'est la fin de la guerre, dans cette fameuse rue Pelleport, quand l'hôpital Tenon, qui cette fois-là n'avait pas des portes qui se verrouillent comme ça, mais des portes qui s'ouvrent normalement, eh bien, il y avait des fils de fer barbelés à toutes les portes. Ils ont ouvert les portes, et cette fois-là, il y avait les Américains avec des jeeps qui ont remonté, puisque c'était les portes de Paris, donc ils arrivaient par les portes de Paris, et ils ont remonté cette rue Pelleport, et toutes les portes de l'hôpital, ils ont enlevé les fils de fer, là, les barbelés, je sais pas, c'était tout tortillé, et les infirmières, cette fois-là, avaient des voiles blancs. Et elles sont toutes sorties de ces hôpitaux, et je les vois très bien. Et les Américains donc remontaient, et on était tous les enfants. Alors là, il y avait tous, il y avait juifs, pas juifs, tout le monde. Et ils donnaient aux enfants du chocolat, comme on le raconte dans les films. Ils donnaient du chocolat, des bonbons. Et je me souviens même que en face de nous, il y avait un monsieur Ponchard qui a sa maison encore, mais qui n'y est plus. Et cette fois-là, il avait fait des tables avec des pains d'épices, et il y avait des dizaines de petits-enfants qui attendaient pour avoir ce pain d'épices, puisque on le sait bien, pendant toutes ces années, il n'y a pas eu de sucrerie, il n'y a pas eu de chocolat. C'est sans doute pour ça que j'en mange beaucoup aujourd'hui. Mais il n'y en avait pas, il n'y avait pas de lait. Les enfants avaient du lait comme ça, comme on fait maintenant la cuisine, avec des produits synthétiques. Donc c'est toute cette période que j'ai ramassée en quelque sorte. Je ne parle pas de la famille de mon mari, je ne parle pas de toute la... Bien sûr, enfin, pour terminer quand même, pour une pensée pour cette famille, pour celle de mes parents, parce qu'on a pratiquement, comme on n'avait pas d'argent, on n'était pas embêtés, mais mon père avait une sœur qui est venue de Hongrie, qui était d'ailleurs pas mariée avec un Israélite ou un Juif. On disait Israélite à l'époque, maintenant on dit Juif, c'était plutôt mal vu. Eh bien, elle est venue voir son frère, elle est venue en train, elle est repartie, mais elle n'est jamais arrivée. Et je sais seulement, j'ai toujours entendu parler de Hélène et jamais vu cette fameuse Hélène. Voilà ce que je peux dire en gros pour cette vie de 6 années. Bien sûr, pas de vacances, pas de chauffage, mais je m'en souviens peu. Il y avait je me souviens que, comme tous les enfants, je vivais pas trop mal, et je peux pas dire que j'ai été tellement perturbée. Ce sont plutôt mes parents qui, eux, ont été perturbés, puisque je me souviens aussi que quand ma mère et ma tante faisaient les courses, elles faisaient les courses à une certaine heure. Je ne saurais
pas dire, mais je sais que c'était à une certaine heure. Et elle faisait les courses toujours dans la même boutique. C'est-à-dire que c'était rue des Lianes, il y avait une épicerie cette fois-là. Et ils allaient. Et pourquoi ils allaient là? Parce qu'elle passait dans le passage, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y avait des petites rues, la rue des Prairies, le passage de je ne sais pas quoi, et ils disaient toujours que s'ils passent là, les Allemands, ils ne passeront pas parce qu'ils vont se faire descendre. Et c'était vrai, parce qu'il y en a eu un ou deux qui ont été tués, et je me souviens aussi que cette fois-là, c'était le début ou la fin, on chantait dans cette rue le chant de Kessel. Et c'est toujours le chant des partisans. Oui, ça j'aimais beaucoup. C'est, je pense, les événements primordiaux qui sont restés dans ma tête, outre le fait que quand la guerre a été terminée, pour récupérer notre superbe appartement du 4e étage, il a fallu faire un procès pendant 4 ans, parce qu'il y avait des gens qui avaient occupé cet appartement et que je crois que mon père n'avait pas pu payer le dernier mois. Donc, il laissait l'appartement aux occupants de bonne foi. Il fallait être un occupant de bonne foi. Enfin, on a récupéré cet appartement et voilà à peu près. J'ai toujours vécu dans ce quartier. J'aurais bien aimé aller dans le 8e ou le 7e ou le 16e, mais enfin, on n'y vit pas plus mal qu'ailleurs. Et si vous voulez, toutes ces personnes, maintenant, l'âge aidant, je ne connais personne de cette époque. Ils sont tous allés dans les beaux quartiers, on va dire la chose comme elle est. Voilà les quelques réflexions que je peux faire sur ce que j'ai réellement vécu. Je suis né au Maroc. Je n'ai pas connu la Shoah. Ceci étant dit, j'ai été marié avec une dame ashkénaze qui, elle, a terriblement subi la Shoah. Je suis venu en France à l'âge de 18 ans après le bac. Je suis allé à l'école des cadres d'Orsay, certains la connaissent, qui a été créée par Robert Gamzon, celui qui a créé les Éclairs israélites de France. Et là, j'ai connu ma première femme. Ses parents sont nés en Roumanie. Elle s'appelle Marcu. Ses parents étaient nés en Roumanie et elle est née en France. Ses parents ont divorcé et elle a été élevée par ses grands-parents, qui étaient eux aussi, bien sûr, de Roumanie. C'était des gens très très pieux. Et donc, elle a été dans les écoles juives, à la suite de quoi les grands-parents ont été déportés, et elle s'est retrouvée à la rue, à Paris. Une jeune fille devait avoir 14 ans. Il faut dire que elle était issue, comme je disais, d'une famille très religieuse. Son oncle, le frère de sa mère, c'était le grand rabbin Soal. Il a vécu, et c'était un grand ami d'un rabbin que beaucoup connaissent, qui est le rabbin Chili. Et le rabbin Soal, qui a écrit un certain nombre de livres, et il a fait l'école rabbinique. Il a été rabbin à la synagogue de Neuilly, rue Ancel. Et puis, il a réussi à se sauver. Donc, les grands-parents avaient disparu. Lui, qui l'avait élevé, et puis elle était très attachée à cet homme-là, est parti en Amérique. Et donc, elle s'est retrouvée sur le carreau de Paris, à l'âge de 14 ans, toute seule.
Elle a été récupérée par une famille goy, des bonnes âmes qui essayaient de récupérer les Juifs, et ils l'ont placée dans une école de bonnes sœurs à Alençon. Alors, inutile de vous dire que cette fille qui connaissait parfaitement le judaïsme, connaissait parfaitement les prières, qui comprenait l'hébreu, qui était très intelligente, qui a vécu dans un milieu parfaitement orthodoxe, s'est retrouvée subitement pratiquement dans une espèce de couvent, dans la France profonde. Et donc elle était en classe avec des petites paysannes, etc. Et puis, je me souviens qu'elle me disait, elle connaissait parfaitement la messe, connaissait parfaitement toutes les prières juives. Elle me disait, quand on regardait à la télévision le dimanche la messe, elle me disait, ça c'est Abinu Malkeinu, ça c'est le Kaddish, ça c'est ça, etc. Et donc, un épisode extrêmement malheureux, un jour, la bonne sœur dit, pendant la guerre, c'était pendant la guerre, alors qu'elle était à Alençon, la bonne sœur dit aux petites élèves, vous savez, les Juifs ont l'habitude d'égorger un petit chrétien pour mettre son sang dans la pâte pour faire le pain azime. Alors elle a sauté. Elle a dit, enfin ma sœur, vous n'y pensez pas, je suis juif, je sais très bien qu'on ne faisait pas ça. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Mon enfant, on ne vous disait pas tout. C'est rigolo, mais c'est triste. Voilà, donc, inutile de vous dire qu'elle a été sonnée par ce truc-là. Et un exemple entre autres. Donc on remercie, est-ce qu'il y a des questions peut-être pour les intervenants? Alors, donc on va remercier tous les intervenants qui sont venus, les 3 témoignages qui étaient donc très émouvants, qui ont montré différentes facettes de la persécution à différents âges, différentes situations. Et